Non, la Rolex Explorer n'est pas une montre d'explorateur. Mais qui suis-je moi pour contredire le géant de l'industrie horlogère qui est Rolex? Qu'est-ce que j'en sais sur ce qui va faire une bonne montre d'exploration ou une mauvaise montre d'exploration? À vrai dire, pas grand-chose. Donc pour ça, on a appelé Dylan Trekking ou Dylan Auguste. Dylan Trekking, c'est sur les réseaux sociaux et c'est le genre de gars qui est aventurier. Donc c'est un gars qui s'y connaît en exploration. C'est le genre de gars qui fait 3000 km en plein hiver au Canada à pied. C'est le genre de gars qui part en mission comme ça en Antarctique pour les vacances. C'est le genre de gars qui se fait prier pour se faire attaquer par une meute de loups en pleine nuit. Je priais pour que ce soit des loups. Le moment où tu pries pour que ça soit des loups, c'est que déjà t'en es bien avancé. C'est le genre de gars qui s'y connaît vraiment mieux que nous pour parler de tool watch ou de montres d'exploration. Et c'est le genre de gars qui a rejoint l'équipe du Calibre, que ce soit sur la partie site internet ou que ce soit sur les vidéos sur YouTube. Donc je laisse aujourd'hui la parole à Dylan pour vous expliquer qu'est-ce qui fait une bonne montre d'exploration et pourquoi, selon lui, la Explorer de chez Rolex n'est pas une montre d'explorateur. Allez, à toi la parole Dylan. Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne Le Calibre. Je suis très honoré de rejoindre toute l'équipe et de venir parler un peu de ma passion pour principalement les montres outils et venir partager ça avec toute la communauté du Calibre d'aficionados de montres poignées. Alors vous l'avez vu pour ma première vidéo, j'ai choisi un sujet plutôt clivant, à savoir la marque à la couronne et plus principalement son modèle Explorer. Et d'ailleurs, si je vous dis Rolex Explorer, il y a plutôt fort à parier pour que vous sentiez l'oxygène se raréfier, le sol s'éloigner et le froid s'intensifier. La simple évocation du nom de ce modèle de la marque à la couronne a suffi à vous projeter à 8848 mètres d'altitude au sommet du mont Everest. Pourtant, l'Explorer n'est pas la montre d'exploration parfaite que Rolex vous a vendue toutes ces années. Alors pour bien comprendre mon propos, va falloir mettre en place deux bases solides. Pourquoi la Rolex Explorer est-elle synonyme de toit du monde dans l'esprit du grand public? Et qu'est-ce qu'une bonne montre d'explorateur? Je vous invite donc à monter dans ma DeLorean et à voyager jusqu'au début des années 50. À cette époque, la déesse mère du monde, le nom donné au mont Everest par les peuples de l'Himalaya, n'est pas encore conquise malgré les multiples tentatives qui se succèdent depuis 1922. En 1951, il est décidé de livrer des permis d'exclusivité annuels pour l'exploration de la région et la tentative de conquête qui va donc avec. Les Suisses obtiennent le permis pour l'année 1952, les Britanniques 1953 et les Français 1954. L'équipe suisse s'élance donc à l'assaut du sommet en 1952. Après un terrible combat contre les éléments, les alpinistes sont contraints à abandonner à moins de 300 mètres du sommet. En parallèle de la tentative helvétique, les Britanniques se tiennent prêts pour ce qui sera l'expédition la plus ambitieuse jamais organisée. Ils développent un équipement plus moderne et plus adapté aux conditions de très haute altitude en les recréant en laboratoire. Ils remplacent aussi les traditionnelles boîtes de conserve, lourdes et encombrantes, par des rations de nourriture sèche emballées sous vide. Des entreprises britanniques sont impliquées dans le processus de développement et notamment la compagnie Smith. Le colonel John Hunt est choisi pour mener l'entreprise visant le toit du monde. Il arrive, accompagné de toute son équipe, à Katmandou en mars 1953. Il rencontre les Sherpas et leur porteur en chef, Tenzing Norgay. Cet homme n'est pas n'importe qui, c'est sa 7e expédition pour le sommet du monde depuis 1935. Il détient aussi le record d'altitude, un peu plus de 8500 mètres, qu'il a établi l'année précédente lors de la tentative suisse. Après plusieurs mois d'une avancée lente et méthodique, jonché d'installations de pas moins de 7 camps de base entre 5000 et 7900 mètres, il est enfin temps de s'élancer pour l'ultime ascension. John Hunt décide de former deux équipes. Lui-même est accompagné de deux alpinistes chevronnés dans la première, et la seconde se compose de Tenzing Norgay et d'Edmund Hillary, un célèbre alpiniste néo-zélandais. La première équipe échoue à seulement 91 mètres du sommet, à cause d'une défaillance du matériel d'oxygène expérimental. Tenzing et Hillary sont donc les derniers espoirs de cette expédition britannique, la plus coûteuse de l'histoire. Après être restés 3 jours bloqués dans leur tente à cause d'une tempête, une fenêtre météo se dégage enfin. Le matin du 29 mai, les deux hommes enfilent leur sac de 14 kg et lèvent le camp pour une ascension historique. Après s'être faufilé à travers une faille dans une paroi rocheuse et enchaîner les coups de piolet, Tenzing Norgay et Edmund Hillary se tiennent là, au sommet du monde. Hillary regarde la montre à son poignet. Il est 11h30 et ils viennent d'accomplir un des plus grands exploits de l'histoire de l'exploration. Après avoir contextualisé tout ça, il est temps de répondre à la première question: pourquoi la Rolex Explorer est-elle synonyme de conquête du toit du monde? Tout simplement parce que Rolex n'a pas tardé à faire une campagne marketing grandiloquente en clamant que les montres qu'Hillary et Norgay portaient ce jour historique du 29 mai étaient des modèles de leur marque, des Oyster perpétuels pour être précis. La véracité de ces propos est remise en question depuis, et la compétition entre Rolex et Smith pour savoir quelle montre a conquis le sommet en même temps que les deux alpinistes est presque aussi célèbre que l'ascension en elle-même. C'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui, et surtout le sujet est tellement complexe,
pièce tellement riche en rebondissements que ça mériterait vraiment un développement à lui tout seul. Rolex n'a pas attendu bien longtemps avant de dévoiler le modèle célébrant la conquête de l'Everest. En 1953 sort l'Oyster Perpetual Explorer. Le cadran est un classique instantané. 3, 6, 9 en chiffre arabe blanc sur un fond noir, un triangle à 12 heures et des bâtons partout ailleurs, une aiguille Mercedes pour les heures, une lollipop pour les secondes. Tout est équilibré, lisible, parfait. Côté robustesse et fiabilité, rien à dire non plus. On connaît la régularité et la qualité des mouvements Rolex, ce modèle n'y fait pas exception. Il reçoit en plus une huile spéciale lui permettant de fonctionner de façon précise, même par moins 20 degrés Celsius. Mais alors si tout paraît si beau sur le papier, pourquoi ce titre si provocateur, si équivoque et unilatéral, me direz-vous? Eh bien il est temps de répondre à la seconde question posée au début de cette vidéo, qu'est-ce qu'une bonne montre d'explorateur? Elle doit être robuste. Ça paraît évident, mais c'est quand même le critère numéro 1. Elle doit aussi pouvoir résister à des températures extrêmes, dans un sens comme dans un autre. Elle doit être étanche, au minimum 10 ATM. Elle doit aussi résister aux champs magnétiques qui sévissent notamment avec force au niveau des pôles. Elle doit être fiable et précise. Si jamais vous perdez votre GPS ou tout autre instrument de navigation ou vous cassez votre boussole par exemple, votre montre deviendra votre outil primaire pour vous repérer. La méthode étant dépendante de la position du soleil et de l'heure affichée sur votre cadran, vous aurez besoin que celle-ci soit le plus précise possible. En effet, 1 heure de décalage correspondrait à 15 degrés d'écart de navigation, ce qui est très loin d'être négligeable. Vous vous dites certainement à ce moment-là de la vidéo que je vous ai bien eu et que pour l'instant la Rolex Oyster Perpetual Explorer coche toutes les cases sans exception. Cependant, l'Explorer présente aussi quelques manquements majeurs. Le premier, et certainement le plus important, elle ne possède pas de fonction de date. Si dans un monde aussi avancé d'un point de vue technologique que le nôtre, ça paraît tout à fait anodin, dans des conditions d'exploration, ça l'est beaucoup moins. Malgré les GPS et même les smartphones présents dans les bagages des aventuriers modernes, la montre reste souvent le dernier instrument encore fonctionnel lorsque la batterie de l'iPhone ne supporte plus le froid ou les cristaux liquides du GPS gèlent. Il faut donc être capable de garder la notion du temps, tant de l'heure que de la date, afin de calculer l'avancée quotidienne, les vivres restants et s'il faut, par exemple, économiser ceci. Ensuite, 100 mètres d'étanchéité, ou 10 ATM, ça peut paraître beaucoup, mais dans un monde aussi exigeant que celui de l'exploration, c'est très peu. Une montre d'explorateur doit pouvoir se montrer aussi polyvalente que l'inconscient qui la porte, de la plongée à l'alpinisme en passant par la traversée des pôles par exemple. Un autre problème rencontré lors des explorations, notamment polaires, est celui des cycles jour-nuit. En novembre, en Antarctique, il fait jour 24 heures sur 24. Après avoir tracté un traîneau de 150 kg à ski pendant 10 heures, passé 1 heure à monter son camp, dormi par épisode à cause des moins 30 et du vent qui balait le continent de glace, il peut arriver de perdre la notion du temps. Et lorsque le soleil est toujours levé, faire la différence entre 6h du matin et 18h est tout simplement impossible. Une montre capable d'indiquer l'heure sous un format 24 heures peut faire une sacrée différence, bien que ce ne soit pas la norme parmi les explorateurs. La Rolex Explorer n'est donc clairement pas la montre d'aventure, d'exploration ultime pour partir affronter tous les dangers du monde que Rolex a bien voulu nous vendre au cours de ces quelques 68 dernières années. Mais je suppose que parmi vous, certains ont vu où je voulais en venir. Mis à part son étanchéité toujours un peu limitée, la Rolex Explorer 2 comble toutes les lacunes de la précédente. C'est un modèle qui porte son nom presque à la perfection et qui serait parfaitement adapté à nombre d'expéditions. Bien plus clivante que son illustre grande sœur de par son esthétique moins épurée et équilibrée, elle n'en demeure pas moins une véritable montre-outil qui sent bon l'hypothermie et la ration lyophilisée. Si certains de ces critères peuvent vous sembler ubuesques ou même anecdotiques, il n'en est rien. Quand on parle de partir explorer des milieux hostiles dans des conditions parmi les plus extrêmes de la planète, aucun détail n'est trop petit pour être considéré. Les exemples de vies sauvées par des gardes-temps au cours de folles aventures sont légion, par exemple les 14 secondes d'Apollo 13. Ce n'est pas pour rien que de tout temps, l'industrie horlogère et les exploits humains ont été étroitement liés. Derrière chaque grande expédition se cache un garde-temps nécessaire au succès de celle-ci. Mais il faut être capable de faire la différence entre marketing intelligent et efficace et réalité du terrain. Je sais que certains vont faire leur remarque en commentaire, est-ce que partir en exploration avec une montre à 10-20 000 euros, ça a beaucoup de sens. C'est un vaste sujet, c'est un vrai débat, d'autant plus que parfois certaines G-Shock à 50 euros font mieux le taf que des montres beaucoup plus chères, mais c'est un sujet extrêmement vaste et compliqué qui mériterait à lui tout seul une série de vidéos. Donc je vais pas en parler maintenant, le but de cette vidéo était surtout de parler de la Rolex Explorer, du marketing Rolex par rapport à ce modèle-là, et de l'évolution avec la Rolex Explorer 2. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Le Calibre. A bientôt, ciao.